Bienvenue à vous dans votre nouveau numéro de votre émission On en discute sur votre chaîne RTV. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui mes invités pour parler d'un sujet, ma foi, sociétal, d'une importance capitale. Les papas, ça sert à quoi? Être père aujourd'hui, quand surtout il y a des difficultés dans le couple qui amènent à séparation. Quels sont les droits des pères dans ces conditions-là? Donc, pour m'accueillir dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, l'écrivain Éric Landori, qui nous vient avec ses deux ouvrages que je vous présente tout de suite. D'abord, merci Éric d'avoir accepté mon invitation. Papa, pourquoi les papas, ça sert à rien? Voilà. Papa, pourquoi les papas, ça sert à rien? Puis qui a été suivi quelques années plus tard par un autre livre qui s'appelle Du Château des Dames. Du Château des Dames, et vous nous en parlerez, Éric. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Ossine Moussi. Merci Ossine, qui aussi nous partagerait un petit peu votre point de vue sur cette thématique que vous connaissez bien. Oui. Et Audrey Pronesti, journaliste et enseignante. Merci Audrey. Merci. De nous accompagner dans cette émission. Alors, Éric, je me tourne tout d'abord vers vous. Comment on définit le mot père aujourd'hui? C'est un vaste sujet. Hein. On devient père quand on a un enfant et souvent dans les ménages, s'ensuit, hélas, la séparation. Et là, on découvre que le père est bien seul. Hein. C'est-à-dire qu'il veut assumer son rôle, mais il a énormément d'obstacles et il ne comprend pas pourquoi il a tant d'obstacles. Hein. Et il est perdu. C'est ce qui m'est arrivé. Hein, après un petit garçon en 2009-2010, une séparation. Et il fallait retrouver un logement, parce que qui dit séparation dit l'homme quitte le foyer. Et on m'a dit, tant que vous n'avez pas un domicile et une chambre pour votre fils, vous ne le verrez pas, ou un samedi après-midi tous les 15 jours. Et en plus, les juridictions sont très lentes. Hein, c'est-à-dire que pour obtenir un accès, c'est-à-dire le standard des pères en cas de séparation, c'est écrit dans tous mes livres, hein, c'est un week-end sur deux, hein, c'est les 24 jours et les 6 jours, les 24 jours pour la mère et les 6 jours pour le père. Et pour les obtenir, le système judiciaire, tout le monde est unanime, il est très lent. D'autre part, si la mère change de juridiction, il faut tout recommencer. Hein, si elle va dans les Yvelines, c'est la juridiction de Versailles. Il faut tout recommencer le dossier. Après, si elle va dans le sud, si elle va il faut tout recommencer. Bretagne. Voilà. Et donc, moi, ça a pataugé pendant 5 ans. Je ne comprenais pas. Samedi après-midi, tous les 15 jours, vu que j'ai ma famille en Haute-Savoie, l'après-midi, le samedi après-midi de 14 à 18h, je pouvais prendre ma voiture et foncer sur l'autoroute pour aller en Haute-Savoie. Je n'avais pas le temps d'arriver. Hein. Et donc, il ne connaissait pas ses grands-parents. Il appelait au téléphone « Allô mémé, mais bon, c'est tout. Et donc, la lenteur faisait que j'ai poussé la porte d'une association, et là, j'ai vu que mon sort était partagé par des centaines de milliers de personnes. J'étais pas tout seul. Vous dites dans ce premier livre, Papa, pourquoi les papas, ça sert à rien, qu'il y a plus d'1,5 million d'enfants qui ne voient pas leur papa. Oui, et maintenant, hélas, ça s'étend. Et j'y viendrai par la suite, mais les générations reproduisent ce modèle. C'est-à-dire que j'étais surpris de voir tous ces pères, et l'association était assez en déshérence, hein, c'était une petite association, le téléphone était saturé de messages sur le répondeur, personne ne décrochait. Bon, ils avaient besoin d'animateurs. J'ai dit, j'anime. Et donc, tous les soirs, je recevais 10, 15, 20 pères, parfois plus, hein, quand les pères sont montés sur les grues, la salle était comble. Et donc mon rôle consistait essentiellement à les cadrer, hein, parce que chacun veut raconter toute sa vie, ses frustrations, ses griefs, pourquoi j'ai pas mon gamin, mais il fallait accorder 15 minutes à chacun pour faire le tour de table. Ouais. Donc mon rôle consistait à cadrer, et c'était exténuant. Hein.
Mais à la fin, chaque papa avait entendu l'histoire des autres et se rendait compte que c'était à peu près la même histoire. Et donc vers minuit, 1h du matin, on était très fatigués, mais il y en avait souvent un qui disait mais pourquoi on a la même histoire? Pourquoi elles ne veulent pas qu'on ait nos gamins? Et il y en a un autre qui rajoutait souvent pourquoi elles veulent toujours plus de sous? Et après, il y avait d'autres petits noms pas très polis parce qu'on était fatigués, on n'avait pas nos gamins. Et c'est là que je leur expliquais oui, mais si vous êtes là, c'est parce que la maman refuse que vous ayez vos gamins. Il y a des mères, en cas de séparation, qui ont dit je te donne la responsabilité, tu as sur les épaules la charge, le devoir d'élever et d'éduquer nos enfants, je t'en charge, et tu ne peux pas éviter ça, tu as des devoirs de père. Et dans ce cas-là, ces pères ne viennent pas à l'association. Ouais. Vous n'êtes là que parce que vous n'avez pas vos enfants, et c'est pour ça que vous dites pourquoi on n'a pas nos gamins. Mais il y a des mères qui acceptent le père. Bah, justement, alors, aussi, je me tourne vers vous. Est-ce à dire que c'est la maman qui décide de ce qui va suivre et quels sont... j'ai du mal à croire que... Je me suis déjà expliqué là-dessus il y a quelques années de ça. Alors ça a changé Oui, quelques années de ça, je m'étais exprimé par rapport à ce sujet. Comme l'a dit Eric également il y a quelques minutes, en fait, le père, il existe à travers la volonté de la mère, en fait. C'est la mère qui décide si monsieur va être père ou pas père. D'accord, mais si par exemple le père fait appel à la justice, oui. C'est la justice qui décide. Oui, c'est la justice qui décide. Bon, le JAF, exactement. Donc c'est pas la mère qui décide, c'est la justice. C'est le juge aux affaires familiales qui tranche en faveur de la mère. Qui tranche en faveur de la mère quasi systématiquement, en fait. Sur quelle base? C'est ça qui m'intéresse. Sur la base de quoi? Sur la base, normalement, ça devrait être sur la base de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ouais. Mais a priori, ça n'est pas le cas. C'est juste que mon ressenti, c'est que le père est considéré comme un sous-parent. Hein. En fait, le père, il est père à temps complet lorsqu'il est en couple. Dès qu'il est séparé, il est sous-parent. Voilà. Audrey? Alors justement, c'est très important ce que vous dites et ce que vous avez relevé au tout début. Cette question, en fait, on ne se la poserait sûrement pas, en tout cas avant, parce que le schéma familial n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Depuis que la femme, en fait, s'est libérée, depuis qu'il y a eu le divorce, en fait, eh bien, cette question se pose. Parce qu'avant, le père avait sa place. De fait, même s'il était absent, quoi qu'il arrive, il était là, en fait. Il était présent, en tout cas, de façon symbolique, et même s'il n'était pas toujours présent dans la sphère familiale, s'il travaillait ou s'il devait aller à l'étranger pour X ou Y raison, le père était quand même présent dans les esprits, pour les enfants. Là, aujourd'hui, effectivement, s'il y a des divorces, il y a vraiment... En tout cas, s'il y a conflit entre les adultes, il peut y avoir rupture. Mais ça date de quand, ça? Ça date de quand, ça, cette histoire? Clairement, depuis que les femmes ont leur indépendance, je pense. Mais comment on fait le lien entre... Parce que qui dit indépendance dit pas forcément... qui dit indépendance dit aussi égalité. Donc oui. Qui dit égalité dit partage. Oui, mais parfois, quand il y a des transitions sociétales, eh bien, il peut y avoir des excès et les femmes ne sont pas à l'abri d'avoir en fait un manque de recul par rapport à certaines situations. Très bien, mais à ce moment-là, est-ce que c'est que les êtres humains puissent être dans l'excès, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs? Bon, très bien, mais justement, c'est pour ça qu'existe la justice. Oui. Qui, elle, doit être au-dessus des passions des uns et des autres, autant que faire se peut, parce qu'à la justice, on a aussi des êtres humains. Oui, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Ça, on le sait très bien. Il arrive que, justement, dans le livre Papa, pourquoi les papas, ça ne sert à rien, à la fin, une juge m'a accordé le week-end, les week-ends plus les congés, et le week-end jusqu'au lundi matin, avant c'était le dimanche soir, puis elle est remontée jusqu'au jeudi, sortie école, au lundi matin, et elle allait m'accorder enfin la résidence, moitié-moitié, la résidence, ce qu'on appelle égalitaire,
Elle me disait « Patientez, monsieur, patientez ». C'était une vieille juge, et elle sauve toutes les autres, puisqu'elle avait la distance nécessaire. Elle voyait bien que la mère était bloquée. La mère, non, le père, pas besoin, j'ai ma famille, je suis autonome. Donc ça rejoint, voilà, j'ai pas besoin de père. Et elle disait, il y a trop de monde autour de cet enfant, parce qu'un enfant, il a droit à un avocat, il va voir un psy. Hein, mon gamin, là, donc, il coule à l'école, il a 2 profs de maths et de physique qui lui sont payés par la mère pour le renflouer. Il voit un psy en début de mois, un pédopsychiatre en fin de mois. Et bon, je ne veux pas extrapoler plus loin, mais moi j'ai dit à la juge, mais pourquoi vous ne lui donnez pas son père, madame, au lieu de toutes ces personnes autour? Eh bien, c'est incompréhensible, mais c'est non. Mais attends, moi, ce qui m'intéresse ici, pour qu'on comprenne bien et que les téléspectateurs et téléspectatrices comprennent aussi, comment s'est motivé ce refus? Ok, j'ai bien compris, vous dites les uns et les autres qu'il y a refus. Mais comment c'est motivé? On ne peut pas dire, bah, écoutez, merci monsieur, mais finalement vous ne servez à rien. Donc voilà, c'est une décision tout à fait arbitraire, monsieur. C'est comme ça, allez voir ailleurs. C'est pas comme ça que c'est motivé. Comment c'est motivé? C'est probablement lié au fait que dans l'inconscient collectif, la mère, du fait qu'elle a porté l'enfant, du fait que voilà, elle est censée, c'est vrai. de façon, mais vraiment, ça a toujours été, hein, la femme s'occupe à tort ou à raison, parce que je pense qu'un homme peut très bien et tout à fait même s'occuper de son enfant au même titre que sa femme. Mais ça dépend de l'âge. Le père, il ne va pas donner le sein. Excusez-moi, il y a aussi des choses que le père ne peut pas faire. Donc je pense que dans l'inconscient collectif, c'est resté. C'est resté. Et quand vous parliez de l'exemple de la juge qui avait un certain âge, probablement que si vous aviez eu affaire à une juge plus jeune, elle aurait peut-être été beaucoup moins encline à aller vers. Quand vous dites plus jeune, Audrey, vous voulez dire plus moderne? Oui, aussi? voilà, c'est ça. Donc, qui aura cette transition. Moi, je suis convaincue que cet état d'esprit de vouloir trancher. Alors évidemment, il faut prendre des décisions, ça c'est une certitude, et c'est toujours délicat. Et effectivement, il faut garder de la distance. Mais derrière, il y a des humains, et surtout, il y a l'enfant. Mais justement, mais c'est ça, c'est pour ça que pardonnez-moi, je reviens sur ma question, mais qu'il y ait eu des transitions, qu'il y ait parfois des excès, parce que voilà, le temps de chacune de trouver ses repères dans un monde qui bouge sans cesse, très bien. Mais je reviens sur la justice qui doit être, et vous disiez, bon, c'est pas le cas dans la réalité, je peux l'entendre, mais on est. Et vous le disiez aussi, Audrey, on a des êtres humains, hein, des femmes, donc des mamans, des pères, des papas, un enfant. Je sais pas moi, pardon, peut-être que je suis trop naïf, mais il faut trouver peut-être la chose à trouver, c'est. Le juste milieu, c'est le juste milieu, et c'est le mieux possible pour chacun d'entre eux. On a plus, nous, société, parce que la justice qui est prise, nous, autres citoyens, même si on n'est pas concernés par l'affaire, bah, on a un droit de regard parce que ça nous retombe dessus. On a plutôt intérêt à avoir des messieurs et des dames bien équilibrés, des enfants bien équilibrés à l'école. Donc, c'est pas qu'une affaire entre 3 personnes. Hein. Ah non, mais ça va même plus loin que ça, parce qu'on n'a pas parlé du fait que quand ce genre de situation arrive, il y a quand même 2 avocats aussi. Et le travail des avocats est déterminant. Moi, j'ai vu des cas comme ça où là, c'est l'avocat qui a donné gain de cause à un homme, alors qu'au départ, c'était peine perdue. Parlez-moi de ça, les avocats. Oui, j'ai vu des milliers et des milliers de pères qui répétaient la même histoire, j'en ai été saturé. Tous les pères qui venaient à cette association le soir répétaient la même chose. Je suis arrivé dans un petit bureau, il y avait une dame, c'était une juge, une greffière, il y avait mon ex-épouse, mon avocate et une autre avocate, j'étais le seul homme. C'est systématique. Et c'est vrai, je peux anticiper sur la deuxième partie parce qu'il y a 2 livres, il y a une deuxième phase, où justement j'ai eu affaire à une juge, une jeunette, une juge très jeune. Et là, on va mettre la post-combustion. Hein, ça, pour l'instant, le récit est très calme.
Ossine connaît mon récit, vous allez halluciner. Donc, revenons à nos moutons. Ma juge était une juge distante, pondérée, et qui m'a dit « Patientez, monsieur, vous allez avoir la résidence moitié-moitié », ce qui m'aurait permis de dialoguer avec mon ex-épouse, trouver des compromis, parce qu'en fait, la résidence moitié-moitié, moi j'ai connu des pères qui l'ont eu, qui l'ont ou qui l'ont perdu, mais ils m'ont tous dit que c'est coercitif, sous la pression, ben oui, des deux, puisqu'ils sont équilibrés, il y a un modus vivendi qui s'établit. Moi je l'ai une semaine, tu l'as une semaine, mais écoute, tu le prends 15 jours, hein, parce que tu veux aller en vacances, moi je le prendrai 15 jours, etc. Bon, bah d'accord, on est gagnant-gagnant, on s'arrange. Ça apaise les tensions. Bah oui, l'équilibre apaise les tensions. Or, dans tous les discours des féministes, la résidence, pourtant équilibrée, hein, c'est moitié-moitié, est vouée aux gémonies, c'est l'horreur absolue, c'est l'enfant schizophrène, il devient fou. Alors que dans la réalité, tous les pères que j'ai vus qui l'ont perdu, la résidence alternée, ou qui l'ont, j'en connais qui l'ont, eh bien c'est un petit bonheur, actuellement j'en connais, donc les enfants sont très équilibrés entre leur père et leur mère, et les tensions très vivaces au début, hein, parfois le conflit était total, eh bien c'est apaisé. Ils se parlent un peu, ils sont obligés de se parler. Et oui. Et oui, ils sont obligés. Au nom de l'intérêt de l'enfant. Oui, parce qu'ils ont chacun la moitié du temps. Ouais, donc, Et donc, moi, j'avais demandé la moitié du temps. Je pense qu'on va pas passer à la seconde partie sans la question de mais qu'est-ce qui était en commun, puisque j'ai vu des milliers et des milliers de pères, qu'est-ce qu'ils avaient tous en commun? Ils avaient en commun le fait que de l'administration judiciaire, ils étaient vus comme les pires méchants. C'était des monstres, hein, ils me faisaient voir leurs feuilles juridiques, leurs papiers juridiques, ils étaient conflictuels, têtus, obtus, ne voulant pas dialoguer, etc. C'était les méchants, hein, ils passaient tous comme méchants, d'une part. D'autre part, ils ne comprenaient pas, comprenaient pas pourquoi leur paternité, leur volonté de s'occuper de leurs enfants n'était pas prise en compte. Il y avait une consternation. Ce qui me permet de décortiquer la question que je vois bien turlupine tout le monde, c'est mais pourquoi ces mères ne veulent pas? Ouais. Donc il y a une boîte noire et moi, en tant qu'ingénieur, je démonte les rouages. Alors qu'est-ce que vous y trouvez? Eh bien, j'ai trouvé que ce blocage, hein, il faut lui donner un nom, hein, c'est la nature, c'est donc la fusion. Hein, Mais oui, c'est très je l'ai mis dans mon deuxième ouvrage. La mère aime trop ses enfants, elle les confond avec elle-même, et donc c'est mes enfants. Je t'oublie, c'est mes enfants. Le père, il court après. Et ce phénomène viscéral, inconscient, il faut lui donner un nom, donc je l'ai nommé le blocage du ventre. Ouais, on peut dire la reprise de la nature, le réflexe de la mère. Bon, c'est pas beau, blocage du ventre, mais je disais à tous ces pères, ben, vous êtes victime du blocage du ventre. Vous avez une mère, une compagne, une conjointe qui a entre guillemets le ventre bloqué. Elle est bloquée parce que c'est ses enfants. C'est déjà le cas d'ailleurs à la naissance. Hein. Voilà. Et ce blocage du ventre. Bah, la mère avec son enfant. Oui, elle est bloquée du ventre, mais en tant qu'ingénieur, je mets un nom sur un phénomène. Et il doit avoir des propriétés, ce phénomène. Alors, première propriété, puisque ces pères revenaient sans cesse les années suivantes, etc., j'en ai déduit que ce blocage du ventre était irrévocable. Quand un ventre est bloqué, il ne se débloque plus. Sauf exception, évidemment, sur 1 million, il y en a peut-être un. Mais il est irrévocable. D'accord. C'est la première propriété. La deuxième propriété, on l'a évoqué, c'est qu'il est inconscient. Ouais. Parce que vu les histoires de pères qui tiraillaient leur enfant, je veux mon gamin, et la mère qui disait non, mais le gamin au milieu il devient fou, quoi. Il souffre énormément. Et je me disais, en tant qu'adulte, dire non à l'autre qui veut s'occuper de notre enfant, c'est faire souffrir l'enfance. Donc si je suis adulte, je passe au-delà des émotions de mon ventre, je dis bon d'accord. Et certaines mères, justement, passent de loin au-dessus en disant je t'accorde la moitié du temps et tu vas assumer ton rôle de père. Tu as des devoirs, je te le confie. Hein, va voir ton papa, je veux plus te voir. Il y a des mères qui... Vous sous-entendez en fait que dans ce qu'elle pourrait dire, ça serait, il y aurait validation des choses qu'à travers la mère. Alors ben justement, c'est la question que je voudrais... juste un instant. Ossine Moussi, est-ce qu'il est arrivé, enfin je pose la question à vous trois, que
la justice soit un petit peu au-dessus des passions et dise, voilà, l'accord est donné à part raisonnablement égale, et que la mère refuse. Est-ce que c'est arrivé? Non. Donc la justice commande. Non, elle ne commande pas. Alors c'est quoi alors? Elle ne commande pas. La justice, elle veut juste que le parent soit chez sa mère et pas chez son père. Tout simplement. Oh non, là, par contre, c'est un peu Audrey. catégorique quand même. Alors Audrey. Peut-être que c'est souvent le cas. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire que ce soit tout le temps le cas, parce que malheureusement, je connais aussi des cas à l'inverse. Donc, mais c'est beaucoup plus rare, c'est moins fréquent. Bien sûr. Mais c'est moins fréquent. Moi, je parle en termes de majorité, de règles. En termes de règles, Ouais. on voit plus souvent des enfants qui sont confiés à leur mère qu'à leur père, en fait. D'ailleurs, la question qui serait intéressante de se poser, dans ces livres, hein, vous trouvez toutes les explications. la question qui serait intéressante de se poser, c'est que les juges, est-ce que c'est essentiellement des femmes ou des hommes? Essentiellement des femmes. Alors, Voilà. j'anticipe sur la deuxième partie, j'ai fait l'erreur fatale, parce que j'ai perdu mon gamin, donc d'écrire à la justice en disant vous ne pouvez pas me donner la résidence moitié-moitié puisque vous ne respectez pas vos propres lois. En 2017, il y a une loi redoutable qui est les quotas pour l'égalité homme-femme dans toutes les administrations entreprises. Et le JAF, moi ça fait 14 ans que j'ai affaire au Château des Dames, vous devinez que c'est le palais de justice, j'ai jamais vu un bonhomme. Ah si, le gardien à l'entrée, mais j'ai jamais vu un juge homme. Peut-être qu'y en a-t-il. Et une juge, à la sortie d'une audience, m'avait dit « Monsieur, arrêtez d'écrire que nous ne sommes que des femmes, on n'y peut rien ». Et ce message doit être entendu tel quel, c'est-à-dire que l'École nationale de magistrature, les promotions sont 100% féminines, elles n'y peuvent rien si toutes les magistrates sont des femmes. Mais moi, en tant qu'ingénieur, je leur ai écrit « Mais madame, vous avez fait une loi sur les quotas ». Je prends l'exemple du ministère des Affaires étrangères, qui a eu 67% d'hommes. Scandale, hein, ça fait tous les journaux. Ils ont eu 450 000 € d'amende. Ben vous, le service JAF, selon l'INSEE, etc., c'est 97% de femmes. Je n'ai pas vu les trois bonhommes, je ne les ai jamais vus. Hein. Pour moi, c'est 100%. Et pour tous les pères que j'ai vus à SOS Papa, j'en ai vu des milliers, ils ont eu affaire qu'à des... Si, une fois, il y en a un, il a dit « j'ai eu un bonhomme ». Bon. Et donc, qu'est-ce que vous oui. dites là? Vous dites que là, ça peut être problématique le fait que ce soit dans les décisions de vous justice. les braquez, vous leur dites vous respectez pas vos propres lois. Vous avez fait une loi sur les quotas que vous respectez pas. Oui, mais dans la décision de justice par rapport à la garde de l'enfant. Vous pensez que parce que ce sont essentiellement... Donc c'est dans le blocage du ventre. Du ventre, d'accord. Et donc il y a deux attributs. Un, il est irrévocable. Deuxièmement, il est inconscient. Il a un troisième attribut que on peut y passer, mais il faut passer à la phase suivante du deuxième livre, parce que vous avez un livre là, première partie, où... Là, ça s'arrange, voilà, il y a l'espoir. Peu à peu, je grignote du temps, tout va Ouais. bien. La juge, à la fin de la dernière audience, donc du jeudi sortie école au lundi matin, les congés, il voit ses grands-parents, il s'épanouit, il grandit, c'est un petit gamin, il découvre la Haute-Savoie, parce que mes parents sont de Haute-Savoie, la montagne, tout le monde dit « Oh, le petit Parisien », tout le monde est content, et la dernière audience arrive. Et là, comme vous l'avez anticipé, ma chère Audrey, une petite jeunette, une petite juge, qui, dès qu'on fut assis, alors là, je me suis dit « Oh là là, c'est pas la même chose hein. ». C'était « C'est moi qui décide ici, taisez-vous monsieur ». Elle partait dans tous les sens. Je me suis dit « Mais c'est quoi ?» Et donc, la résidence moitié-moitié, c'était non. Elle me reprochait d'avoir que notre gamin avait un 4 sur 20 en géographie pendant toute l'audience. « Ouais, 4 sur 20, vous vous rendez compte, monsieur ?» Donc j'étais le méchant, c'était de ma faute s'il a 4 sur 20 en géographie. Oui, j'ai bien compris que c'était... Et donc je lui disais « Mais madame, moi je veux bien lui faire les leçons, mais il faut que j'ai plus de temps, donnez-moi plus de temps. » Non, elle ne se rendait pas compte de la contradiction. Après, elle commence à réfléchir sur elle-même en disant « Ben oui, je lui donne pas de temps et je l'accuse. » Bon, alors, ce que fait une juge, c'est marqué dans le deuxième livre, ce que c'est le mieux faire le système judiciaire, c'est de passer le problème à un autre service. Donc, elle a dit, bah, pour la décision de la résidence alternée, je passe ça à la juge aux enfants, parce qu'on va dans tous les services, hein, on tourne dans tous les services. Et donc, on est allé dans un autre service, et après, on est revenu, mais c'était non, non et non. Et donc, moi, j'étais
mon gamin allait mal, puisqu'il n'y avait pas de dialogue avec la mère. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait équilibre. Moi, j'écrivais à la juge et je lui ai fait remarquer que les quotas, c'était pas respecté et que le père doit avoir la moitié, que l'égalité, c'est etc., etc., jusqu'à ce que, mes arguments portent et que je lui déplaise. Convocation, modalité de séjour de l'enfant. Tiens, c'est pendant les vacances scolaires. Bon, moi j'avais mon gamin, je lui écris, madame, je peux pas, là, je suis en vacances, différé. On avait eu des audiences précédentes qui avaient été différées, parce que l'avocate de mon épouse avait dit, je fais un renvoi. Les avocates, elles arrivent, elles disent, je fais un renvoi. Moi j'avais mis, je diffère, je suis en congé scolaire. Et à la fin des congés, le dernier jour, on fait une partie d'échecs avec mon gamin, là. Le klaxon de sa mère sonne. On est en pleine partie d'échecs, en pleine concentration. Bon, lui, il dit, il y a maman qui est là. Et moi, la partie d'échecs était mal engagée. J'en ai profité. Je lui ai dit, bon, écoute, on continue la prochaine fois. Moi, un peu filou, je veux dire, je vais réfléchir au prochain coup parce que je veux gagner. Eh bien, je ne l'ai jamais revu. Parce que le lendemain, 2 recommandés, en accord avec la mère et l'enfant, plus de père. Et en fait, tous ces milliers de pères que j'ai vus auparavant, dont la mère était bloquée, donc avec ce blocage, ce processus de blocage du ventre, avec comme première propriété, il est irrévocable, il ne peut pas changer, il est inconscient, et le troisième, c'est le plus grave, il est contagieux, il est fusionnel. La mère a passé son blocage du ventre à la juge, et la juge, tout de suite, paf, le tampon, alors ça, c'est peut-être votre perception. En tant que père. Oui, maintenant. Alors, ce qui s'est passé. Non, mais vous voulez que je continue l'histoire? On va continuer l'histoire. Parce que là, on va monter dans les tours. On va monter dans les tours. On a peur de rien. On va monter dans les tours. Mais est-ce que c'est pas finalement peut-être aussi que vous êtes, enfin, les pères qui vivent ces situations-là sont aussi des pères modernes. Il n'y a pas que des femmes modernes, il y a aussi des pères modernes. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être, que jadis, les pères choisissaient pas forcément de courir après leur enfant une fois qu'il y avait séparation. Mais ils n'en avaient pas besoin. Et qu'ils laissaient tout à la mère et que ça leur posait pas tant de problèmes que ça. Et puis la justice est toujours c'est une grosse machine la justice, donc elle est un peu en retard. Le temps de découvrir un petit peu et d'apprendre que les pères ont changé, qu'il y a des pères modernes qui veulent avoir aussi la garde de leur enfant, ce qui change profondément les choses. Dès lors que la sphère familiale explose, bien sûr que le père doit se battre au même titre que la maman. Après, effectivement, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, la maman, elle n'a pas le même rapport avec son enfant et c'est tout à fait compréhensible et légitime. Maintenant, ce que je pense, et même si je ne suis pas juge, je pense que n'importe quelle personne dotée d'un minimum de bon sens, lorsqu'il y a 2 parents qui se séparent, le facteur géographique est très important. Déjà pour l'attribution de la garde. Parce que effectivement, moi j'avais vu un cas comme ça où il y avait séparation les EGV, et c'était des allers-retours à des distances. Vous parlez par rapport à la résidence alternelle. Oui, non, mais bien sûr. Mais pour pouvoir, pour que le père puisse se battre entre guillemets à armes égales, parce que j'aime pas ce terme-là, surtout dans ce cas-là. Dans le même secteur. Eh bien voilà, parce que le juge ou la juge, souvent le cas, eh bien effectivement, elle va tenir compte de ça et elle va dire que l'équilibre de l'enfant est entre guillemets en danger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est expliqué. Et même et ça se ressent dans les apprentissages, parce que moi je le vois quand il y a des enfants qui se retrouvent dans des situations monoparentales et qui sont vraiment à des âges entre 6 et 10 ans, c'est très complexe, quoi. Alors, est-ce que c'est pas ça? Je parlais tout à l'heure de... Je demandais comment c'est motivé. Est-ce que c'est pas justement ça, la raison? C'est-à-dire que en bas âge et en âge un peu bas, mais intermédiaire, on privilégie un seul secteur. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est pas ça? Alors, peut-être que certains juges pensent ça, mais moi je pense qu'un père, dès lors qu'il a décidé de s'investir
dans les apprentissages de son enfant, au même titre que la mère, normalement, l'enseignant, il n'a pas à faire de différenciation. Au contraire. Mais moi aussi, je pense ça, mais c'est même pas seulement je pense ça. C'est qu'un père digne de ce nom se doit. Bien sûr. Alors, moi, j'ai une anecdote à ce propos. C'est là que j'ai compris. Ça m'a rendu au début très perplexe. C'était toujours dans cette association. Un soir, ça sonne, je décroche. C'était une maman. Oh, bon, bonjour madame. Elle m'a dit oui, alors je ne sais pas comment faire. Moi, je téléphone à SOS Papa parce que ça fait 1 mois, il ne vient pas chercher notre enfant. Le papa, il avait un week-end. Tous les 15 jours, il ne venait plus chercher son gamin. Et la maman dit mais je veux que notre enfant voit son père. Il ne vient pas le chercher. Moi, je dis là, comment? SOS Papa, c'est les papas qui courent après leur gosse. Et le père ne va pas voir son gosse. Moi, je pose le... Attendez, madame, je vais voir, parce qu'il y avait quelques avocates qui nous aidaient. Et là, je suis tombé des nues, parce que l'avocate, elle m'a dit, mais monsieur, le père, qu'on lui accorde un petit week-end, hein, c'est le 24 jours la mère, 6 jours le père, c'est un droit. Le père, il n'a aucun devoir. Il n'y a rien, il n'y a pas de sanction, c'est un droit. On lui accorde une petite fenêtre de paternité, c'est tout. S'il ne la prend pas, par exemple, de se faire un détartrage des dents, c'est un droit. Mais vous pouvez ne jamais aller vous détartrer les dents, c'est pareil. Merde alors, je ne savais pas quoi répondre à la dame. Ben non, c'est un droit, voilà, c'est un droit. Le droit est accordé par le système judiciaire, une petite fenêtre, c'est tout. C'est un droit de visite et voilà. d'hébergement. Et pour répondre à votre question d'avant sur pourquoi le père d'avant, le père d'antan, le père d'antan, inconsciemment, il avait des devoirs. C'est-à-dire qu'il s'y remplissait pas ses devoirs, il était mal vu. Vous avez vu les films de Jean Gabin, le patriarche, il avait ses devoirs de père, il cadrait, et c'était bon, il était un peu lourd, mais il donnait les repères, voilà, les limites. Et bien ces devoirs, maintenant, ce sont devenus, il n'y en a plus, ils ont disparu, ce sont devenus des droits. Et c'est ce que quand je discute avec des pères qui ont perdu leur gamin, quand je leur dis que le statut de père en tant que devoir n'existe pas, ils me rectifient chaque fois. Non, Eric, il n'existe plus. Parce qu'il y a 50 ans et plus, à l'ère, entre guillemets, patriarcale, où le chef de famille devait remplir ses devoirs. Il avait sur les épaules... Même pas la question, et oui, il avait... il était mal vu, ouais. Eh ben oui, il avait des devoirs, et le statut existait. Et donc, comme il a été remplacé par des droits, eh ben, on entre dans une ère inconnue. C'est ce que m'avait dit, quand j'ai dédicacé mon premier livre, j'ai rencontré madame Evelyne Sulro. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle avait 95 ans, c'était une nonagénaire qui avait un cancer avancé. Elle dédicaçait son dernier livre, et quand elle a vu le titre de mon livre, « Papa, pourquoi les papas, ça ne sert à rien », elle n'était pas contente. Elle m'a dit, oui, dans les années 65-70, c'est vrai que le sort de la femme était peu enviable, c'est vrai. C'est Madame Planning Familial. C'est la créatrice du planning familial. Ouais. Et elle m'a dit, je crois que j'ai ouvert la boîte de Pandore, parce que maintenant, elle m'a grippé la main, c'est une petite personne âgée, phase terminale de cancer, elle avait écrit un livre. Elle me disait, maintenant, c'est un enfant, si je veux, quand je veux, avec qui je veux, seul si je veux. Elle m'agrippait la main, elle me disait, mais les pères aujourd'hui, c'est quoi, monsieur? C'est quoi un père aujourd'hui? Vous voyez, elle avait une réponse à ça? Ben non, elle m'agrippait la main, elle avait vu mon bouquin, et elle savait que la souffrance des pères grandissait depuis parce que beaucoup de pères lui écrivaient, elle disait, mais je reçois plein de manuscrits de pères en souffrance. Elle savait que les éditeurs ne voulaient pas alors c'est tabou, hein, c'est tabou, les pères sont invisibles et inaudibles, je l'ai mis là-dessus. Hein. Alors dans ce cas-là... Vous l'avez mis là-dessus, là. Oui. Château des Dames. Voilà, ce livre, par exemple, a été envoyé à tous les éditeurs parisiens, Grasset, Flammarion, Gallimard, etc. Tous l'ont lu et dans les 48 heures m'ont répondu, c'est-à-dire qu'il se lit, et tous m'ont répondu la même phrase au standard, « Monsieur, navré, désolé, ce n'est pas dans notre ligne éditoriale. Hein. Le sujet des pères comment vous le comprenez ça est hyper tabou. Dans notre société, on n'en parle pas. Non, je voulais juste vous demander, est-ce que pour vous, en fonction de ce que vous venez de dire, en fait, que l'homme est considéré simplement comme un géniteur aujourd'hui, est-ce que c'est ça que vous voulez dénoncer ou pas? En fait,
je vous ai dit l'anecdote que j'ai eue. On peut dire qu'il y a un espoir, parce qu'un homme a compris, en Europe, a compris le statut du père. Je vous ai raconté l'anecdote. Je la refais, c'est une cagnotte litchi pour un père qui a un nouveau-né. Hein, il fallait cotiser. Et donc, comme il était au bureau d'à côté, moi, ces cagnottes numériques m'embêtent. Je suis allé dans son bureau, je lui ai tendu un billet et je lui ai dit bon, ben voilà pour ton gamin. Il y avait la photo de son nouveau-né sur le bureau. Et je lui ai dit, mais j'ai une question. Est-ce que tu es père? Il a réfléchi une demi-minute. Hein. Il m'a répondu non. La photo de son nouveau-né de 3 jours sur son bureau, il me dit non, je ne suis pas père. Je crois qu'il avait lu le 2e livre. Hein. Oui, ben voilà, donc, mais ça dépend des cas. Il m'a dit, sauf si la mère le veut. Et en fait, il a défini tout l'Occident. L'Occident, c'est la seule définition de l'Occident. C'est-à-dire, je suis père, j'ai le statut de père, je remplis mon rôle de père, ma mission de père. Si la mère me dit oui, si elle change d'avis, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce qui fait que dans le 2e livre, je regrette, il y a plein de faits divers, mais les faits divers, pour moi, sont hyper clairs, parce que tous ces drames à un moment, la mère, elle a dit non, 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 je change d'avis, tu verras plus tes enfants. Parce qu'elle est sûre, d'ailleurs, Madame Sulro l'avait dit que les femmes, dans les divorces, maintenant, il y a les 2/3 des couples, hélas, divorcent, se séparent. L'initiative est prise pour les 3/4, les 4/5 même par la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a la garantie d'avoir les enfants. Elle a la garantie absolue d'avoir les enfants. Alors, quel espoir pour que ça change et que ça devienne conformément à nos nouvelles mœurs, oui, à savoir plus d'égalité, plus d'équité, oui, et surtout plus de juges hommes, ça serait bien pour les enfants aussi. L'espoir est simple. Les juges hommes aussi, parce que la justice, c'est pas impartial. On sait très bien. Alors l'espoir est très simple. C'est des hommes qui la constituent. Donc, qu'il y ait plus d'hommes. Voilà. Oui, qu'il y ait plus d'hommes en tant que juge, pour qu'il y ait une équité, ouais, en tout cas à mon sens. Mais des lois aussi peut-être qui pourraient être... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la justice... Parce que les avocats, vous parliez du rôle des avocats. Donc, avec un grand H, je veux dire. Oui, voilà. Oui, aussi. Non, mais non, justement. Ouais. L'espoir, c'est, je vous l'ai cité, un homme en Europe, avec la photo de son gamin qui a 3 jours, m'a dit non, je ne suis pas père. Mais ça, c'est pas de l'espoir, ça. Non, mais un homme a compris. Ouais. Parce que dans mon 2e livre, je fais que de dire que l'homme est tellement idiot qu'il ne peut pas comprendre que quand il est père, c'est conditionné à la mère. Ouais. C'est conditionné à la mère. Il faut le répéter et répéter, mais ça ne rentre pas dans sa tête. Tous les papas que vous croisez dans la rue qui ont une poussette, moi j'en vois, je leur dis profite bien de ton gamin, parce que si j'en vois 2 qui croisent, qui poussent 1 sur 2, dans 5 à 10 ans, n'aura plus son gamin. D'accord. Oui, alors, si j'ai bien compris, alors je rebondis sur l'anecdote, sur la fin de l'anecdote, sur ce que vous dit ce monsieur. Je suis père si et seulement si, l'ingénieur, si et seulement si la mère le veut. Très bien. Donc, si et seulement si la mère le veut, ça sous-entend, et après tout ce que je viens d'entendre ici, c'est qu'il y a... C'est conflictuel en fait. Il y a une séparation et elle est conflictuelle. Et de toute façon, pas d'angélisme, les séparations, sur l'écrasante majorité des cas, ça se passe ou mal ou très mal. Hein, ça ne se passe pas bien généralement. Ça se passe bien quand même, il ne faut pas se mentir. Oui, j'en ai vu. Oui. Mais ce n'est pas la majorité. Ben oui, mais on parle de la règle. Voilà, on parle de la règle. C'est ça. Donc, c'est quelque part, je te fais payer un peu avec ce que j'ai. C'est ça. Voilà, sous la main. Est-ce que stratégiquement, et là on serait un petit peu filou, le père qui veut absolument voir ses gamins, n'aurait-il pas plutôt intérêt à dire écoute, moi les gamins, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Et à ce moment-là, on lui courrait après, ah si, tu as des devoirs. Non, mais la juge va le forcer à une pension alimentaire doublée. Mais j'ai une anecdote là-dessus, justement, un père beaucoup plus intelligent que les autres est arrivé devant la juge. Moi, je lui dis chapeau, il avait tout compris. La mère est là, le père est là, le père veut ses gamins. Il veut ses gamins, il sait que la nature prime et que la nature, c'est le racisme le plus pur. La juge ne va regarder que la mère. Il fait un chèque. Il donne un chèque de 50 000 € à la mère
et il lui dit, écoute, on passe devant Madame la juge, je vais demander, parce qu'il n'avait pas annoncé, hein, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que le père va demander. Il dit, je vais demander la résidence égalitaire. À ce moment-là, tu ne bouges pas la tête et tu encaisses 50 000 euros. Il y a 50 000 euros sur le compte, tu peux les encaisser tout de suite. Elle regarde le chèque, 50 000 euros, c'est pas mal. Elle dit rien, il rentre, il demande la résidence moitié-moitié. La juge regarde la mère, elle n'a pas bougé la tête. Accordé, monsieur. Ben oui. Ah oui, mais là, il faut avoir de l'argent. Oui, mais ça veut dire que la résidence est accordée conditionnellement avec l'accord de la mère. C'est tout. C'est tout. C'est répété à chaque page du livre. Mais venons-en à la suite de mon histoire, parce que je n'ai pas mon gamin. Je me permets. Ce qu'on a oublié de dire, parce que depuis tout à l'heure, on parle de cette question qui est très importante, c'est une question sociétale, mais l'enfant dans tout ça, parce que lui, l'enfant, évidemment, il culpabilise, il voit ses parents qui se déchirent, ça on le sait et on ne va pas le redire. Mais là, c'est ce qui m'a fait tilt quand je vous écoutais. Dans un cas comme ça, en fait, les enfants, en fait, ils n'ont pas leur mot à dire, en fait, et du coup, ils sont vraiment pris dans un étau. Ah si, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé la cantinisation. Parce que si l'enfant, il veut voir son père, et à contrario, il ne veut pas le voir... La mère ça peut être, il y a plusieurs cas de figure. Sur 10 millions, et du il coup, peut y en en avoir fait, on un. parle, parce que là, en fait, on parle du positionnement du père, mais en fait, il faut aussi tenir compte de l'enfant, en fait. Peut-être que l'enfant, il n'a pas spécialement envie de voir le père, ou il a plus envie de voir le père que sa mère. Et c'est vrai que là, pour le coup, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les lois sont peut-être pas suffisamment adaptées aujourd'hui au regard de la société qui est faite aujourd'hui. Si on regarde le résultat... Vraiment. C'est l'enfant, en fait, notre civilisation repose sur l'enfant. On m'avait prévenu, une dame, je pense que les femmes sont beaucoup plus fines que les hommes, m'avait dit, fais attention parce qu'à partir de 12 ans, la juge prend l'avis de l'enfant. Moi, je lui dis, n'importe quoi. Moi, à la maison, je cadre, parce qu'il est addict à son super smartphone que sa mère... un Samsung 4G, etc. Et puis le réseau avec sa PS5, tac, 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 tout le temps, il est addict. Et moi, je lui disais, à 10h du soir, tu poses ton smartphone sur la télé au salon. Alors, il trichait, il mettait un vieux smartphone dessus, etc. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est un âge où il y a de la manipulation, entre guillemets. Quand cet ami m'a dit, fais attention, parce qu'à partir de 12 ans, la juge va demander l'avis. Je me suis dit, c'est n'importe quoi. Eh bien, ce n'importe quoi, c'est produit. La juge a convoqué mon gamin. Elle a dit, voilà, chez ton père, c'est cadré, tu ne peux pas jouer, etc. Il y a des horaires, etc. Il te fait des dictées, etc. Il veut que tu comprennes l'infinitif et le participe passé. Ça, c'est moi qui rajoute, parce que c'est important de ne pas faire de faute d'orthographe. Et là, je n'en ai pas fait assez, je regrette, parce que je l'ai perdu. Et donc, voilà, chez ton père, c'est cadré, c'est bien comme ça. Chez ta mère, c'est open bar, c'est machin. Elle t'a offert un Samsung 5G. Tu fais tout, tu peux jouer toute la nuit. Et la juge, tu veux aller chez ton papa, ton maman, est-ce que tu veux aller chez ton père ? Le gamin, il a dit non, je ne veux pas aller chez mon père. Paf ! Le tampon. Alors là, il faut dire que la justice est lente, très lente, tout le monde est d'accord. Mais là, pour répudier un papa, dans les 24 heures, j'ai reçu 2 recommandés, plus de week-end, plus de congé, plus rien. Plus rien. Ben, j'ai dit à mon gamin, je lui ai dit au revoir. Le jeu d'échecs était là, à la semaine prochaine. Ça fait 3 ans que le jeu d'échecs est à mi-partie, il est recouvert de poussière. Ben, j'attends toujours le retour de mon gamin. Prenons la suite. On peut monter dans les tours, là ? On peut y aller. Allez, on passe la première vitesse. Non, allons directement à la... Allez, moi, j'écris à la juge. À la 6e. Mademoiselle, parce que c'était une jeunette, cette juge, mais tu fais n'importe quoi, parce que l'été, j'ai dû aller chez mes parents, et sa grand-mère, tous les petits vieux de Haute-Savoie, ça fait un peu la chef de Monsieur Seguin et le méchant loup, mais tous les petits vieux, ils étaient là, mais il est où Bon, il s'appelle Antoine. Il est où, Antoine ? Il est où ? Et notre petit Parisien, il est où ? Il y a une dame dans un bureau, au 25e étage d'une tour, dans les 7e, elle a dit non, paf, un coup de tampon et c'est fini, t'es plus père. Hein, je ne pouvais pas leur dire ça. Je leur ai dit, oh bon, il est malade, je n'osais pas leur dire. Ouais. Bon, maintenant, au bout de 3 ans, il y a une gêne, parce que ces petits vieux, ils sont traditionnels, eux, ils croient à la famille, ils croient que ça existe encore en Occident. Mais le bon papa, le petit Parisien qui était tant content de ses... Il est où ? Et voilà. Donc, moi, j'écris à la juge, mademoiselle, tu fais n'importe quoi. Regarde, sa grand-mère, elle décline, elle va mourir. Elle lui apprenait des petites recettes. Elle était heureuse, il était heureux, et il ne soit plus.
hein, c'est un peu comme l'affaire Grégory, le gamin il meurt, la souffrance des parents est énorme, c'est comme s'il était décédé mon gamin. Je lui dis mais tu fais n'importe quoi. Mais je lui dis... Ah, mais c'est pas le cas, et à sa majorité vous pourrez le voir quand même. Et C'est ce que je vous souhaite. Je lui précise, dans ma bêtise, je vais dire mais monsieur vous êtes ingénieur, vous n'avez pas vu les conséquences. Je lui précise qu'elle est dans l'administration au tampon bleu. Le tampon bleu, en fait, même Éric Dupond-Moretti l'a reconnu, tout le système judiciaire se résume un tampon avec un double cercle, tribunal judiciaire de Paris, c'est le tampon bleu. C'est le haut symbole de l'ordre. C'est-à-dire qu'au-dessus, il n'y a rien. Hein, on en revient à Montesquieu, qui garde les gardiens. Personne ne juge la juge. Elle n'a aucun contrôle. Elle a le plus puissant tampon de France. Elle fait n'importe quoi. Pourquoi? Je lui dis, je vais te prouver que les conséquences sont désastreuses, que tu vas gâcher plein de carrières dans ta vie, etc. Tu ne maîtrises pas tes émotions, tes ressentiments, en la tutoyant. Attendez, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous dites ces griefs-là à la juge, en la tutoyant? En Mais la quel tutoyant. résultat vous voulez obtenir, Éric? Et je lui dis, tu es bloqué du ventre, et... Oh bah oui. Mais vous cherchez à perdre. Ça, vous par cherchez pas à contre, gagner. ça- Je lui dis, mais regarde les dégâts que tu fais. Vous en pouvez plus, en fait. Vous, Ouais. vous C'est- extériorisez tout, en fait. J'ai donné cette lettre à d'autres papas. Ils m'ont dit, ouais, sur la forme, c'est un peu familier, hein, le tutoiement. Mais sur le fond, je peux rien dire, c'est un papa qui crie sa douleur. Bah oui. Mais réfléchissez C'est un humain peu. aussi. Réfléchissez C'est à humain, ça. mais c'est pour ça. Elle a le tampon le plus puissant de France. Ouais. Deuxièmement, je lui prouve par A plus B, mais alors ça s'emboîte comme des poupées russes, qu'elle ne maîtrise pas ses émotions. Vous devinez le résultat des courses? Évidemment. 6 h du matin, dans ma rue, une escouade de gyrophares. Bah oui, une escouade de police. À 6 h du matin, ils ont forcé ma porte, ils m'ont mis les menottes devant les voisins effarés. Mais c'est qui? C'est 6 h du matin, vous voyez, en décembre. En plus, en plein Covid, il fallait mettre les masques. Hein. Alors les menottes, moi, je n'avais jamais eu des menottes, ça fait très très mal. Ils m'ont cassé un pied en refermant la porte de la voiture. Ils ne peuvent rien, hein. C'est des pauvres policiers, ils sont recrutés à bac-5, ils aiment cogner. Hein, on les habille de bleu, et puis voilà, hein, ils obéissent. Et donc j'ai été conduit au commissariat, devant un monsieur, le commissaire, il avait ma lettre, mademoiselle, monsieur, mademoiselle, outrage à magistrate. C'est ce que j'allais vous Je dire. regrette. Vous regrettez, hein? Et le commissaire se dit, bah, j'ai lu votre lettre, c'est familier, vous regrettez. C'est familier, hein? C'est puéril, vous regrettez, hein? Oui, oui. Bon, il n'y a pas de menace, vous sortez ce soir, monsieur. Donc il envoie ça à la procureure, monsieur regrette, etc. La procureure, je vous ai dit le troisième attribut du blocage du ventre. C'est irrévocable, c'est inconscient et c'est fusionnel. La juge et la procureure ont fusionné, blocage du ventre. Non, il ne sort pas, il faut qu'il en bave. Il nous a dévoilé. On est des bloqués du ventre, on ne maîtrise pas nos émotions. Le ventre, c'est pas la tête. Hein. Le commissaire, il était effaré. J'ai un petit avocat d'office au commissariat. Lui, il me dit, mais je ne comprends pas. J'ai un autre, je m'occupe d'un autre cas, c'est un récidiviste de l'alerte à la bombe à Orly. Il a 24 heures, parce que je suis resté 72 heures en garde à vue. Hein. Je ne sais pas s'il y a des policiers qui vont nous entendre, des procureurs ou autres, mais ils vont se dire, mais c'est pas possible. Si, le blocage du ventre est contagieux. La procureure de Créteil ne faisait que d'envoyer des fax, il reste. Alors là, ce fut la période la plus pénible de ma vie. On m'a enfermé dans une petite pièce oblongue, hein, avec le masque, parce que c'était en plein Covid, en plein Covid, c'était le pic du Covid. Alors ça urgeait de me mettre en garde à vue. Hein. Et donc, on m'a mis le masque, je me mettais le masque sur les yeux, parce que la lumière est permanente. Vous ne connaissez pas la garde à vue, je frappais. S'il vous plaît, vous pouvez éteindre la lumière, je ne peux pas dormir. Les pauvres policiers, on peut pas. Et donc, je me couchais sur le sol. En garde à vue, il ne fallait pas s'habiller avec une chemise, parce que la chemise, ça gratte, etc. On a froid, il n'y a pas de chauffage, la lumière permanente, sans dormir, sans manger, etc. Et donc, j'avais ce masque sur la tête. Mais finalement, vous êtes sorti après 72 heures, oui. Et c'est là que le cauchemar, vous voyez, le cauchemar est vraiment terrible, parce que vous êtes obligé d'avoir des affaissements et vous dormez. Enfin, vous avez quelques minutes de rêve concentré et vous rêvez à quoi? Vous rêvez que vous êtes en plein Covid, que vous êtes un papa qui a écrit les papas, ils ont le droit d'être papas, et que vous êtes enfermé par une juge dans un local avec au mur des dessins obscènes. Vous êtes en garde à vue avec des idiots complets, des tabasseurs, les pauvres, ils ont été recrutés pour ça. Et vous vous réveillez, vous dites mais c'est pas un rêve, c'est réel.
c'est réel. Et vous vous dites, mais pourquoi ces dames m'ont emprisonné, moi? Mais papa, c'est pas un crime. Bon, après, au bout d'une heure, vous vous rendormez, vous refaites le même cauchemar, et vous réémergez, et ce cauchemar est réel. Vous voyez, le réel touche l'imaginaire. Et c'est de là qu'on prend de la distance avec le monde et on poétise, vous voyez. D'où l'écriture. Voilà, du deuxième livre. Ouais. Merci Eric. Oui. Hein, vraiment, je vous Alors, invite juste un tout dernier mot. Un tout dernier mot. Ouais. De tous ces papas que j'ai vus, je les remercie de leur témoignage. Et en fait, in fine, ils avaient un point commun très précieux. J'ai jamais vu un papa, des milliers, je n'ai jamais vu un papa nier la mère. C'est-à-dire que même quand la mère était défectueuse, il disait « la mère me prive de mes enfants, mais la mère reste la mère ». Ouais. Il y en avait un papa qui était venu, il disait j'avais dit juste un mot. Voilà. Aucun papa ne nie la mère, par contre la mère nie le père. Et voilà. moi, je terminerai là-dessus. Là, vous êtes radical. En vous remerciant, mais droit de réponse, hein, vraiment, toutes les mamans qui connaissent ces mêmes histoires sont véritablement, je le dis du fond du cœur, les bienvenues sur ce plateau pour nous donner aussi leur version des choses. Quant à moi, d'abord, je vous remercie tous les trois d'être venus sur ce plateau et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de votre émission On en discute sur RTV. À bientôt, au revoir.